agent immobilier qui connaît tout le marché, c'est un menteur. On n'utilise pas notre GPS. On J'habite connaît. à Dubaï, Bien on sûr. connaît. Ici, il n'y a pas d'exclusivité Ce promoteur-là, il a aucun intérêt. à se bloquer avec une Voilà. équipe de brokers. On a peur de l'inconnu. J'ai eu peur de l'inconnu. Et si demain je vais chez Rolex et que j'ai l'argent, on va pas me donner de montre. Si c'est vraiment la vérité, on a des moyens de le vérifier. Chaque travail mérite salaire et un travail bien fait, c'est un travail qui est rémunéré. Quand c'est pas cher, ça devient plus cher. Ça donne- Je pense que derrière les médias, il y a d'autres entités. On va pas prendre de risques, mais Les donc Illuminati. Je rigole. non, mais Le nouveau monde, nouvelle vidéo, nouvelle exclusivité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dévoiler l'envers du décor, tout simplement, du marché immobilier à Dubaï. Aujourd'hui, on va tout évoquer, même les sujets les plus tabous. On va vous parler des commissions, qu'est-ce que vous avez à gagner, qu'est-ce que vous avez à perdre pour le coup. On va vous aider justement à éviter des erreurs, comment reconnaître un bon agent immobilier d'un mauvais agent immobilier. On va aussi parler des pires pratiques qui sont justement utilisées sur ce marché par les agences immobilières, par les agents immobiliers ou par même les promoteurs parfois. Aujourd'hui, on a décidé d'être sans langue de boîte, donc on va tout vous dévoiler. Et pour ça, j'ai choisi mon cher ami Mehdi, qui est aussi agent immobilier. Bonjour Mehdi, ça va? bonjour Jean, enchanté. Plaisir, on se connaît déjà, mais bon. Tu vas bien? Enchanté. Très bien, et toi? Top, nickel, nickel. Donc on va pas tarder pour le coup, on va commencer. Le premier sujet, ça va être sur les agents immobiliers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir agent immobilier. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi ce métier fait autant parler, pourquoi ce métier sur Dubaï fait autant parler, et pourquoi il y a autant de gens tout simplement qui veulent être agent immobilier ici? Alors, le métier d'agent immobilier, il fait rêver beaucoup de personnes qui veulent s'expatrier à Dubaï, aux Émirats, pour la simple et bonne raison qu'on peut arriver avec son sac à dos, mettre un costume, une cravate et commencer à se dire agent immobilier. Je pense que tu en as rencontré aussi beaucoup dans ce cas-là. 100%. Il y a un gros fantasme qui est fait de la part des agences immobilières où il y a vraiment le package de l'agent immobilier ultra riche avec une belle voiture, toujours bien habillé, tout un environnement de signe extérieur de richesse qui fait énormément, qui donne envie. Bien sûr. Qui donne envie. Et c'est pour ça, enfin, principalement, qu'on a l'impression que c'est un métier qui est facile, accessible, puisque quand on veut travailler pour soi dans l'entrepreneuriat d'une manière ou d'une autre, il faut forcément investir. Et il y a beaucoup, enfin, je pense que toi aussi, on a beaucoup de personnes qui nous contactent, qui veulent devenir agent immobilier, en tout cas broker, et qui cherchent justement à intégrer ce marché parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait de l'argent facile. Facile, c'est un terme à retenir. Mais oui, ça fait énormément fantasmer, ça donne réellement envie d'une manière extérieure. De l'extérieur seulement. Mais donc tu as parlé d'argent, c'est vrai qu'on peut gagner beaucoup, la réalité est peut-être aussi différente à certains moments. Il n'y a pas tout le monde qui gagne beaucoup d'argent en réalité, très peu. Ça, on pourra même en parler. Mais est-ce que c'est un métier qui est facile pour le coup? Je ne pense pas que ce soit un métier facile en soi, mais quand on s'y prend et quand on se prête au jeu et qu'on met de l'engagement, moi je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça, mais il y a un côté passion où en fait on ne va pas compter ses heures Bien sûr. et on va être prêt à mettre les efforts sur la table. Bien sûr. Non, 100%. Moi je pense que beaucoup de personnes, en réalité c'est pas beaucoup de personnes veulent faire agent immobilier, je pense que beaucoup de personnes veulent vivre aux Émirats. Et comme tu l'as dit, le métier d'agent immobilier, en fait, demande très peu de prérequis, d'accord? Donc, du coup, le premier moyen pour arriver aux Émirats, c'est devenir agent immobilier. Parce qu'on le sait, pour vivre aux Émirats, il faut avoir un visa. Et pour avoir ce visa, soit on investit, soit on a un visa travail. Devenir investisseur, ça demande un coût. C'est un coût d'accès, pour le coup. Tout le monde n'a pas 150, 200 000 euros au minimum pour venir ici. Par contre, devenir agent immobilier, il faut juste postuler, être embauché, tout simplement, et tu as un visa travail. Donc en fait, ce pass-là, tout simplement, te permet de vivre aux Émirats. Ici, tout le monde est soit agent immobilier, en tout cas, beaucoup de gens sont agents immobiliers, sinon ils travaillent pour la flotte Emirates, donc ils sont cabine crew, comment on dit en français pour le coup? Steward ou autre. Donc c'est les deux billets les plus faciles, tout simplement, pour pouvoir vivre à Dubaï. C'est tout simplement pour ça, comme tu l'as dit, c'est aussi un métier qui fait rêver, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'on voit beaucoup de gens rouler en belle voiture, comme tu l'as dit.
il y a une possibilité de réussite, une réussite rapide, par contre pas une réussite simple comme tu l'as dit. Je pense que tout le monde idéalise un peu le métier d'agent immobilier. C'est un métier passion, c'est un métier qui est dur, c'est un métier qui est éreintant, c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie, comme tu l'as dit, c'est de l'humain, c'est des gros sous, c'est beaucoup de stress pour des victoires qui sont très courtes aussi. C'est beaucoup de travail pour... On est comme un peu des athlètes, on travaille pendant longtemps et on a une compétition, on rate le match, c'est fini. On rate le deal, on ne sait pas quand est-ce que... C'est encore plus dur même d'ailleurs qu'un compétiteur parce qu'on ne sait pas quand est-ce que sera la prochaine compétition. Donc c'est pour ça, je pense que tout le monde veut venir d'abord à Dubaï. Et en fait, le moyen le plus simple de venir à Dubaï aujourd'hui, si tu n'as pas beaucoup de diplômes ou que tu ne peux pas accéder à tel ou tel métier, tu postules pour agent immobilier. Et tu l'as dit, en réalité, il y a le rêve et la réalité. Il y a beaucoup de gens qui postulent. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Il y a très peu de gens qui restent. Il y a très peu de gens qui durent. Et il y a très peu de gens qui gagnent de l'argent, justement. On peut gagner beaucoup, mais en réalité, il y a 10% qui fait ce beaucoup et les 90% survivent. Et justement, on va venir un peu, et je pense que c'est une bonne transition au prochain sujet, c'est sur les commissions, d'accord ? Alors, combien on gagne ? Je ne pense pas que ça soit le plus intéressant, tout simplement, pour nos clients, mais aujourd'hui, comment se passe le paiement, justement, pour nous, pour les clients ? Est-ce que nos services sont payants aujourd'hui ? Je pense que c'est une question qui revient beaucoup. En France, lorsqu'on utilise un agent immobilier, en général, c'est un service qui est payant. Est-ce qu'à Dubaï, c'est la même chose pour le coup ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différents process sur les commissions ? Alors, la différence majeure, en France, un client qui achète un bien immobilier rémunère directement, et ça se passe chez le notaire, l'agent immobilier par rapport à des paliers. Ici, c'est totalement différent. Le client, il ne règle pas son agent, c'est le promoteur. Alors là, on parle bien d'achat sur plan. Bien sûr. Lors d'un achat sur plan, en fait, le client, il ne paye pas directement son agent. C'est le promoteur, en fonction d'un volume de vente, qui va rémunérer les agences immobilières. Si on fait un petit récap en soi, si on prend une somme assez ronde, on prend un bien par exemple à 100 000 €, tout simplement. Aujourd'hui, un agent est rémunéré à la commission, au pourcentage. Le promoteur vend son bien à un certain prix, donc on prend 100 000 €. La commission est de 5%. Ça ne va pas être 5% supplémentaire, donc le client ne va pas payer 105 000 €. Il va payer toujours 100 000 €. Par contre, ces 5% seront déduits tout simplement de la part du promoteur. Donc l'agent immobilier sera rémunéré 5 000 € sur ça. Mais ça n'impactera pas pour le coup le prix du client. Et ça, je pense que c'est une notion qui n'est pas assez bien expliquée aux clients. Notre travail, nous, aujourd'hui, il est rémunéré par le promoteur. Donc c'est entre guillemets un travail gratuit pour le client. Ouais, c'est ça. C'est gratuit. Et c'est pour ça que certains clients pensent tout de suite, quand ils nous contactent, à budgétiser le prix de commission de nos services. Alors qu'en réalité, non, c'est le promoteur qui nous rémunère directement. Et il y a certains clients, des fois, qui pensent être plus intelligents et vouloir nous court-circuiter, entre guillemets. Ouais, nous court-circuiter en passant par le promoteur directement. Et c'est, on en parlera je pense après, mais des cas concrets où certains clients se sont retrouvés dans des situations indélicates, on va dire. Dans tous les cas, on peut en parler tout de suite sur les cas de clients, pour le coup, qui squeezent un peu l'agent et qui veulent passer par le promoteur dans leurs intérêts, en pensant qu'ils auront plus d'intérêt à passer par le promoteur. Déjà, il faut comprendre que ça sera le même prix. Ça, il faut bien être clair dessus. C'est exactement le même prix quand c'est vendu par l'agent, quand c'est vendu par le promoteur. Par contre, il y a un vrai effet de levier, il y a un vrai intérêt à passer par un agent. Il y a des milliers de promoteurs déjà sur le marché, d'accord ? Même un agent immobilier ne peut pas connaître tous les produits et tous les promoteurs. Un agent immobilier doit être spécialisé sur une certaine gamme de produits, sur une certaine gamme de promoteurs aujourd'hui. Et lorsqu'un client, pour le coup, va se diriger directement vers un promoteur, il va se diriger vers un vendeur. Là où la mission, en réalité, d'un agent immobilier, c'est d'abord de conseiller, d'accord ? Là où le promoteur, lui, va vendre. Aujourd'hui, on va prendre un cas très simple. On va prendre le cas de l'automobile, admettons. Si demain, toi, Mehdi, tu veux acheter un véhicule sportif, par exemple. Tu dis, moi, dans mon quotidien, j'aime bien les véhicules un peu sportifs et le week-end, potentiellement, je veux faire du circuit. Si tu te rends chez Mercedes, potentiellement,
Le vendeur Mercedes, il aura une gamme de produits, plusieurs typologies de produits dans sa gamme plutôt, et il va potentiellement te proposer le véhicule le plus sportif de sa gamme. Mais est-ce que ça correspond réellement à ce que tu veux? Toi, tu veux faire du circuit, je pense pas que même avec la voiture la plus sportive, entre guillemets, de chez Mercedes classique, c'est ce qu'il va te falloir. Il aurait dû potentiellement te proposer peut-être BMW ou Porsche ou autre. Et c'est un peu ça, si tu veux, le parcours d'un client. Lorsqu'il travaille avec un agent immobilier, nous, on connaît le spectre de ce qu'il y a de disponible aujourd'hui sur le marché immobilier. On sait qu'il y a Mercedes, on sait qu'il y a BMW, on sait qu'il y a Porsche, on sait qu'il y a Intel. Si tu vas directement chez le promoteur, tu risques de finir avec l'unité que lui, il aura choisie au sein de la proposition. Et au final, tu n'auras pas, entre guillemets, le bien qui correspond à ton objectif de base. Donc, il n'y a pas d'intérêt à squeezer, que ce soit en termes de prix, que ce soit même en termes d'objectif aussi. Il n'y a pas du tout d'intérêt. On l'a vu, moi j'ai déjà eu des cas avec des clients qui m'ont contacté, où en fait ils avaient acheté quelques années auparavant, en étant passés directement avec le promoteur, et après coup ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu l'unité qui restait, ils étaient arrivés peut-être 3-4 mois après un lancement, et selon le stock du promoteur, il restait que ça. Et ils n'étaient pas réellement satisfaits de leur investissement parce qu'ils étaient tombés sur un vendeur qui était très bon dans la vente, mais dans le conseil qui n'était pas très optimal, on va dire. Et ils se sont retrouvés avec l'unité qui n'avait pas forcément la meilleure vue. Et ça a impacté la mise en location, le montant de la location. Donc c'est important. Ça impacte toute la stratégie d'investissement en réalité. Comme tu l'as dit, chez le promoteur, les employés sont là pour vendre. Ils s'appellent sales, c'est des commerciaux. Un agent immobilier, sa première mission, c'est d'abord d'accompagner et de conseiller. Donc c'est deux métiers qui sont totalement différents. En réalité, chez un promoteur, la relation s'arrête à la vente. Chez un agent immobilier, la relation commence à la vente, à la transaction. Comme tu l'as dit, il y a la relation avec le promoteur pendant toute la période de construction. À la remise des clés, il y a les étapes de vérification du bien, le snagging. Ensuite, il y a la location, il y a la revente ou autre. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt, pour être vraiment concret, il n'y a aucun intérêt à passer par le promoteur. Et c'est même un gros risque, comme je l'ai dit, c'est de se faire mal conseiller. Parce que ça arrive très souvent. Il est là pour vendre son produit, peu importe vos objectifs. Si vous avez la chance d'avoir un vendeur, on va dire, un peu moyen ou bon, il va peut-être choisir quelque chose qui peut correspondre, matcher un peu avec vos objectifs dans le stock qu'il a disponible. Par contre, il ne pourra jamais vous vendre exactement ce que vous voulez parce qu'il ne pourra pas vendre un autre promoteur. Alors que nous, on a, comme je le dis, tout disponible, tout le stock, et on travaille sur une expertise aussi. Maintenant, on a vu un peu la partie justement... relation avec le promoteur, comment on est payé, comment est organisé un peu le système des transactions ici sur Dubaï dans l'immobilier. On a vu comment sélectionner entre guillemets un bon promoteur, comment l'agent immobilier va sélectionner son bon promoteur. Maintenant, comment sélectionner un bon agent? Qu'est-ce qui fait un bon agent d'un mauvais agent? Aujourd'hui, je pense que c'est la problématique des clients. On l'a dit, l'accompagnement est plus important que limite le choix du bien, mais comment choisir la bonne personne qui va nous accompagner? Selon toi, Mehdi, qu'est-ce qu'un bon agent et qu'est-ce qu'un mauvais agent? Qu'est-ce qui diffère de l'un et de l'autre? Alors, c'est très subtil. Déjà, la première qualité que doit avoir un bon agent, c'est l'écoute. C'est la première des choses. Un agent qui vous... alors déjà, il y a des termes que je déteste qu'on a dans notre jargon. Le terme déballe, tous ces termes commerciaux, c'est quelque chose que moi je déteste parce que en tant que client, je déteste qu'on m'alpague ou qu'on me tienne la jambe avec un seul produit. D'ailleurs, moi, avant d'être agent, je suis investisseur et j'avais eu affaire à des agents avant d'arriver à Dubaï. Dont un en particulier qui était très poussif, très poussif sur un projet différent jour après jour. Et de cette manière-là, ça m'a repoussé et j'ai fait justement mon premier investissement avec une personne qui m'écoutait davantage, qui écoutait aussi ma femme davantage. Et donc pour moi, la première qualité, c'est l'écoute. Si on propose un produit, il faut que le produit corresponde à son client, à son investisseur. On ne peut pas, à mes yeux et selon mon raisonnement et ma mentalité, proposer le produit qu'on a sous la main parce qu'on a un intérêt, nous, financier à le proposer. 100%. Je pense que l'écoute, c'est la base de notre travail. De toute façon, ça part de là. À la fin, il faut qu'on amène, entre guillemets, l'investisseur avec un produit qui lui corresponde. Si tu ne l'écoutes pas, tu vas viser à côté et ça fera une mauvaise expérience. Donc, je suis d'accord avec ça. Moi, je rajouterais aussi
Alors, dans la manière de travailler, peut-être, souvent l'écoute, etc., c'est des choses qu'on connaît. Moi, j'ajouterais déjà quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Mm. Pourquoi? Alors, c'est peut-être pas intuitif, ça vient pas tout de suite, mais quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, c'est déjà quelqu'un qui a investi dans son travail, à la différence de beaucoup. Pour être sur les réseaux sociaux, entre guillemets, il faut avoir du savoir, parce que tu vas t'exposer. Tu prends le risque d'être critiqué, donc techniquement, c'est que tu as bossé ton sujet derrière. Donc il faut être avec quelqu'un qui est investi, c'est ce que je veux dire par là, qui investit dans son métier, tout simplement. Il faut être aussi avec un expert, je pense que c'est le plus important, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui est spécialisé. Il faut différencier quelqu'un qui va vous proposer tout, et je pense que c'est ce que tu disais, quelqu'un qui veut juste proposer son produit, c'est pas un expert. Aujourd'hui, il faut sélectionner quelqu'un qui bosse sur les mêmes projets, sur la même gamme de projets tout le temps, qui va pas vous vendre A, B, C. Quand il fait beau, c'est ça. Quand il pleut, c'est un autre produit autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a 2000 promoteurs sur le marché. Un agent immobilier qui connaît tout le marché, c'est un menteur. Par contre, un agent immobilier qui est segmenté, qui est spécialisé, là, vous êtes dans des, entre guillemets, entre de bonnes mains. Parce qu'il répète les mêmes actions. Les typologies des clients, en réalité, c'est tous les mêmes, entre guillemets. Un client à 1 million a toujours les mêmes problématiques. Un client à 500 000 a les mêmes problématiques de manière générale. Donc si on répète à chaque fois une spécialisation, un produit, je pense que c'est là où... c'est ce qui fait, pour moi, un bon agent, un bon conseiller. C'est quelqu'un qui va bosser sur la même chose et qui va conseiller les mêmes personnes et en réalité qui va faire ça face aux mêmes problématiques. Parce que c'est ça l'enjeu de notre métier en réalité, c'est de faire face aux problématiques de nos clients et comment les régler. Si on change de problématique toutes les semaines et de promoteur toutes les semaines, on n'a pas le temps de rôder, entre guillemets, une expertise. Si on résume un peu tout ce qu'on a dit, un bon agent, d'accord, ça sera un agent de confiance, en qui on peut avoir confiance. Pour gagner la confiance, il faut avoir une présence, il faut exister, tout simplement. C'est un agent qui écoute, donc qui écoute les problématiques de nos clients, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on a à rajouter sur ça? Un agent de terrain aussi, je pense. Agent de terrain. Quand on se balade, genre, Est-ce qu'on on n'utilise pas notre GPS. Exactement. Ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai fait des visites avec des clients. La première chose qu'ils me disaient quand ils entraient dans la voiture, mais Mehdi, vous mettez pas de GPS? Bah non. J'habite à Dubaï, on connaît. Bien sûr. Bon, ça peut arriver sur des adresses, mais Bien sinon. sûr. Mais être sur le terrain. Bien sûr. Être sur le terrain et avoir une expertise. C'est-à-dire qu'un agent qui vend tout et n'importe quoi chaque semaine, c'est pas un agent qui a une expertise. Donc l'écoute, l'expertise, être sur le terrain, la visibilité, tout ça font de nous des bons agents et le contraire font de nous des mauvais agents pour le coup. Ils aiment répéter à chaque fois. Alors ça, c'est... moi, ça me fait rire. Je les critique pas, hein, je les respecte, mais... Dis-moi. C'est le meilleur projet, c'est l'exclusivité du moment, c'est le meilleur projet. On va y venir sur les exclusivités. On va y venir sur les exclusivités. Mais il y en a, ils sont... Après, je leur en veux pas. Bah, ça tombe parfait, parce que c'est le prochain sujet pour le coup de ce podcast. Quelles sont, selon toi, Mehdi, les pires pratiques de ce secteur? Dieu seul sait, il y en a plein. Mais selon toi, quels sont les pires? Que ce soit des agents, des agences ou autres. Les pires pratiques, il y en a beaucoup. Est-ce que tu en as une en tête qui te revient? Moi, j'en ai une en tête que j'ai pas vécue personnellement, fort heureusement, d'un patron d'une agence qui avait des unités sur des maisons qui étaient très demandées et qui a fait miroiter à une cliente le fait qu'il avait lui-même l'unité alors qu'il ne l'avait pas et qui a demandé un dessous de table très important. Okay. Il a demandé un dessous de table très important à une dame qui est mari d'une certaine personne. Enfin, c'est la femme d'une personne connue. Je pense qu'elle est connue, ouais. Et qui a demandé un dessous de table important. Et en fait, le patron d'agence a récupéré un dessous de table en faisant miroiter qu'il avait l'unité alors qu'il ne l'avait pas. Et c'était juste une facilité qu'il avait avec le promoteur. Et la personne, elle a payé son unité beaucoup plus cher que le prix initial. Ouais. Et donc ça fausse les calculs. Bien sûr. Mais l'engouement de cette cliente était tellement fort que... Ouais. Non, mais tu soulèves un bon point et je pense qu'en fait, on peut le résumer dans ça. Les exclusivités sur Dubaï n'existent pas sur les Émirats. C'est-à-dire qu'on est dans un marché qui est très simple. Aujourd'hui,
n'importe quel broker dans le marché sur plan peut vendre n'importe quel projet. Ouais. D'accord ? Et j'ai envie de dire que s'il y a une exclusivité, il faut se poser des questions. Et moi, c'est ça, pour moi, la pire des pratiques, c'est sur les exclusivités. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a zéro intérêt à acheter une exclusivité. Parce que, comme dans n'importe quel marché d'ailleurs, ce qui est exclusif est rare. Si on vous garantit quelque chose, c'est que ça devient plus exclusif. Si demain, je vais chez Rolex et que j'ai l'argent, on va pas me donner de montre. Tu me suis jusqu'ici ? Bien sûr. Si quelqu'un me garantit que je peux avoir une Rolex chez Rolex, d'accord, quelqu'un de lambda bien sûr, je me poserai une question sur est-ce que la Rolex est vraie ? Est-ce que l'opportunité en réalité est vraiment bonne ? Ce que je voulais dire. Ici, il n'y a pas d'exclusivité. N'importe quel promoteur peut travailler avec n'importe quel broker. D'ailleurs, c'est nous qui faisons le marché. Faut pas l'oublier, c'est les brokers qui définissent si un promoteur est bon ou si un promoteur est mauvais. Et aujourd'hui, on a beaucoup ce genre de cas, par exemple, sur le marché francophone, ce cas d'exclusivité. Tout à l'heure, on avait dit quelque chose de super intéressant, c'est que l'agent immobilier, il a un travail d'accompagnement, il a une mission d'accompagnement et de conseil. Et lorsqu'une agence immobilière fait un partenariat en réalité avec un promoteur pour avoir des exclusivités, il quitte son métier d'agent immobilier pour devenir vendeur, parce qu'il a plus d'intérêt tout simplement, parce qu'il va gagner plus, d'accord ? Et donc c'est même une mauvaise opération, parce qu'à ce moment-là, vous ne serez plus conseillé par un agent qui peut vous proposer 1000 projets, vous serez conseillé par un seul vendeur qui va vous vendre son unité qu'il veut, d'accord ? Et c'est même encore pire que ça, parce que même si le projet est bon, il faut savoir que dans un projet, chaque unité n'est pas bonne, tout à l'heure tu l'as très bien dit. Donc pour moi, l'une des pires activités, tout simplement, l'une des pires pratiques plutôt de ce métier-là, c'est ça. Ça va être les fausses exclusivités qui sont passées sous couvert de bonnes affaires, tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut déconseiller pour les clients. Un promoteur qui fait une exclusivité, en général, c'est un petit promoteur. Parce qu'un promoteur qui est qualitatif, qui a une bonne renommée, en général, c'est un promoteur qui se vend tout seul, qui n'a pas besoin d'exclusivité. Je sais pas si tu connais ce genre d'histoire, tu as quelque chose à dire dessus ? Bien sûr. Non, sur l'exclusivité, sur ce type de promoteur, on le sait, et tu l'as dit avec certaines marques, quand on veut acheter des vêtements de luxe ou des voitures de luxe, sans forcément viser ce domaine du luxe, mais ça se vend tout seul. Il n'y a pas de solde, il n'y a pas de bonnes affaires, on n'est pas au marché. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te garantir d'obtenir quelque chose. C'est le contraire de l'exclusivité d'ailleurs. La garantie est le contraire de l'exclusivité. Justement, exactement. En réalité, quand on a un promoteur ou une agence qui dit avoir un étage, des unités en exclusivité, c'est juste de la flûte. En réalité, un promoteur qui propose un produit au prix au mètre carré qui est bon, sur une localisation bonne, alors ça peut être en voie de développement ou déjà développé, mais qui va proposer des belles superficies ou une très bonne qualité, ce promoteur-là, il n'a aucun intérêt à, entre guillemets... à se bloquer avec une équipe de brokers. Son but, c'est que tout le monde l'achète. Bien sûr. Mais des fois, c'est vrai, les exclusivités. C'est là où il y a certaines agences qui payent de leur poche, tout simplement, pour travailler en exclusivité avec ce promoteur. Et c'est là que je disais, c'est ça qui est néfaste. C'est que vous n'êtes plus agent immobilier, vous êtes promoteur. Exactement. Faut savoir que quand il y a ces pratiques-là, en général, les brokers peuvent aussi top-up le prix. Des fois, c'est ce qu'ils font quand ils bloquent des unités. C'est-à-dire qu'ils vont vendre plus cher. Et ça, ils ne le déclarent pas au client. Donc, en réalité, le client perd. Pareil aussi, en général, ils ont des intérêts à vendre ce projet, puisqu'ils auront une commission qui est plus élevée. Et c'est ce que je dis. Ils perdent leur casquette de conseiller, d'accompagnateur. Ils deviennent tout simplement vendeurs. Et peu importe votre stratégie, ils vont vous amener sur ce projet-là. Alors, si par chance, votre stratégie match avec ce projet-là, tant mieux. Vous avez fait une bonne opération, visiblement. Mais on sait très bien que chaque client est différent. Qui dit différence, dit stratégie et opportunité différentes. Donc, pour moi, c'est peut-être la pire des pratiques que j'ai à noter. Je pense qu'on peut passer au thème suivant. Une bonne transition, c'est est-ce que nos investisseurs, nos chers investisseurs, sont-ils faciles à gérer ? De manière générale, oui. Ils sont faciles à gérer. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre. C'est notre but.
C'est notre Il mission, faut, c'est de les comprendre, Il faut qu'on parle la comprendre, même langue. voilà, qu'on parle d'argent, on parle d'un investissement qui se fait en règle générale à des milliers de kilomètres de la France ou d'autres localisations. Moi, je les comprends. Il y a de la peur. Exact, On a peur de l'inconnu. exact. J'ai eu peur de l'inconnu. On a tous eu peur de l'inconnu quand on a investi pour la première fois à l'étranger. Même des agents qui sont ici ont même eux-mêmes ont peur. Tu vois. Eux-mêmes n'ont pas investi. Eux-mêmes n'ont pas investi. Pas par manque de moyens, Non. des fois juste par Ça crainte. aussi, ça c'est important de le souligner. Jean, tu as raison de le souligner. Je dis pas qu'un bon agent doit avoir investi. Ça, c'est quelque chose de faux. Mais en tout cas... C'est une preuve de confiance dans le marché de le faire. Énormément, bien sûr. Bien Si sûr. tu en as la possibilité, moi je pense que c'est une obligation. Quand tu achètes des vêtements dans certaines boutiques Ouais. connues, en Tu règle t'inquiètes. générale, le vendeur Il porte la il marque. porte la marque. Ça serait inquiétant si S'il porte chez Gucci il porterait du Louis Adidas, Vuitton. voilà. Ou du Ouais, Adidas, voilà, ce serait pire. Tu vois, c'est Exactement, vrai, c'est une exactement. réalité. Ça, c'est très important. Donc, le fait qu'un agent ait lui-même acheté, c'est quelque chose à noter et c'est un gage de confiance. La 100%. personne est aussi engagée 100%. dans le domaine qu'on propose. 100%. Donc, ça, ouais, c'est super important. Non, je suis d'accord. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, est-ce que nos investisseurs, ils sont faciles à gérer? C'est vrai qu'il faut les comprendre, comme tu as dit. Des fois, nous, on est tellement dans cette vitesse où, en fait, on vit, on dort, on mange immobilier. On a compris le marché, on comprend la vision, on comprend les chiffres. Dès qu'il y a une opportunité, on fonce, on se dit non, mais il faut pas rater ça, c'est impossible. Non, rate pas, pause, Voilà. etc. Alors que eux, ils sont à 5 000, 10 000 km, je sais pas où est-ce qu'ils sont dans leur réalité. Il pleut en France, il y a Macron qui a fait un discours, la France, elle est en train de chuter, etc. Il se dit mais le monde, il est mort. On est dans deux phases différentes et c'est vrai que pour ça, il faut les comprendre. S'ils prennent du temps. C'est vrai qu'on n'a pas le marché le plus facile. Pour être très honnête, je pense qu'on a l'un des plus durs. On est français. Avec la réputation, en tout cas, chez les promoteurs, quand on dit qu'on a des clients Exactement. français, C'est on a la réputation. Alors, je veux pas dire que c'est les pires parce que ce serait le mauvais terme. Les Français sont les plus pointilleux Ouais, et méfiants. Mais je dirais que c'est ceux qui s'informent le plus. Et c'est choquant parce que je pense que, pareil, c'est les plus méfiants. Donc, du coup, nous, on doit bosser 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois plus. Et je pense que, pareil, sur le marché des agents immobiliers, les agents francophones, je ne vais pas dire qu'on est les meilleurs pour nous jeter des fleurs, mais je pense qu'on fait partie des meilleurs. Parce que le boulot qu'on doit faire pour faire comprendre un Français qui doit investir ici, c'est compliqué. On va pas se mentir que le trajet, il est très long. Là où des Indiens... Après, c'est aussi normal, j'ai envie de te dire, quand tu es une fortune indienne, t'as pas 1000 options dans le monde dans lesquelles tu peux investir. Alors que quand tu as de l'argent en France, potentiellement, tu as d'autres options, tu vois. Il y a de belles options en France. Donc c'est peut-être pour ça que pour eux, c'est plus facile. Mais de manière générale, les Français sont compliqués. Les Français sont compliqués. Moi, j'ai eu un cas précis où j'avais un client anglophone qui m'a contacté. Alors, c'était pas pour du plan, mais il m'a contacté. Il avait déjà les informations. Il était gêné de me contacter, d'accord. Il m'a contacté parce qu'il était prêt et il m'a dit je veux ça. Je veux ce produit-là. Et la démarche est totalement différente. Un client, un investisseur français, pas francophone, mais vraiment français, parce que les Belges, eux, sont différents. Ils sont différents, exact. Un client français, il va nous contacter pour avoir des informations. Indirectement, il se dit, je vais acheter, peut-être que je vais acheter, j'en suis pas sûr, mais j'aimerais le faire. Mais il a besoin d'être rassuré. Alors qu'un client anglophone, en règle générale, quand il nous appelle, les Allemands, quand ils te contactent, ils veulent uniquement acheter. Ils ont déjà réfléchi, ils ont déjà mis à plat leur projet. Ça fait la différence. Donc, je te rejoins. Franchement, les agences françaises, pour moi, c'est les agences les plus tenaces qui ont affaire à la clientèle la plus méfiante. C'est pas une mauvaise clientèle, loin de là. Non, du tout. Je pense que c'en est une très très C'est bonne. une très bonne clientèle. De toute façon, Ils font partie des top 10 investisseurs ici à Dubaï. de toute façon, le modèle français, qu'on l'apprécie ou pas, le modèle français, il a un fort rapport avec l'investissement immobilier. Auparavant, le modèle français, c'était quoi? C'était avoir un CDI et très vite Ça a toujours été le Graal. investir dans la pierre.
Donc en fait, l'immobilier, il a toujours un point c'est un point central névralgique En France, de la France. avec la France, c'est vrai. Toujours. C'est vrai. Pour ajouter à ce que tu dis, je pense aussi que les Français sont méfiants, pointilleux, ils vont analyser et analyser et analyser, ils vont aller plus loin même que les chiffres, tu vois. Mais je pense que c'est aussi dû à la mauvaise médiatisation de Dubaï depuis des années. Là où d'autres populations, ils n'ont pas eu forcément cet abattage négatif médiatique. En France, on a toujours eu la perception de Dubaï comme une arnaque, comme un scam, comme c'est la ville des influenceurs, comme c'est la ville des riches sans valeur, sans culture, sans rien ou autre. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'éducation supplémentaire qu'on doit faire auprès des Français pour leur faire comprendre que non, mais ce que vous pensez, c'est faux. Dubaï, c'est pas comme ça. Et franchement, je le dis parce que je peux en témoigner. Moi, avant que j'arrive sur Dubaï, je pensais exactement ce que tous mes clients pensaient. C'est-à-dire que je pensais que Dubaï, c'était faux. Je pensais que si, je pensais que c'était ça. Et on a quand même une force et on arrive des fois à vendre des propriétés à des gens qui n'ont jamais mis les pieds sur Dubaï. Donc, je peux comprendre que pour eux, s'ils ont vu que les médias et l'image d'influenceurs ou autres, c'est compliqué d'investir. Donc, c'est déjà... Voilà, pour pas dire que du négatif, en réalité, c'est quand même déjà une belle clientèle, une clientèle qui a les moyens de ses ambitions, c'est une clientèle qui fait attention, mais c'est pour toutes ces raisons-là aujourd'hui qu'ils sont un peu plus méfiants. Maintenant, on va passer à la partie suivante, qui sont petite note positive un peu, ou négative, ça va dépendre de la petite histoire que tu as à nous raconter. Quelles sont les pires histoires ou les histoires les plus folles un peu que tu as vécues sur le terrain en tant qu'agent immobilier? Alors, la situation la plus folle que j'ai eue, enfin l'anecdote, on va dire, j'en ai une positive et une négative. Bon, la positive, en fait, c'est une cliente que j'avais contactée un matin. Si j'ai bonne mémoire, c'était un jeudi matin. Et le soir même, cette dame-là a acheté, mère de famille, elle a acheté un appartement. Elle en avait besoin pour sécuriser des fonds parce qu'elle ne pouvait pas investir en France. Et le jour même, elle est devenue propriétaire à Dubaï. Donc ça, c'est la chose qui, pour moi, a été la plus impressionnante. Puisque c'était une vente rapide. C'était une vente ultra rapide. Après, le contexte du promoteur et du projet et le prix ont permis et l'ont fait se décider très rapidement. Contrairement à moi, où moi, j'ai mis presque 2 mois. Okay. Donc, à te décider. À me décider. J'ai presque mis 2 mois. Mais je savais que j'allais acheter. On savait qu'on allait acheter. Mais moi, j'ai acheté au téléphone en France. Okay. J'ai acheté au téléphone en France. Mais donc, tu as connu un peu ce parcours mais qui a pu connaître un client. J'ai acheté des biens, moi, au téléphone, sans me déplacer. J'ai même fait des doublons. Et, et en fait, quand j'ai acheté pour l'investissement de Dubaï, j'étais méfiant. Je cherchais à avoir plus d'informations, donc j'ai mis 2 mois. Et en fait, cette vente-là avec cette dame, elle s'est faite ultra rapidement et ça a été surprenant pour moi. Et à contrario, j'ai des histoires où j'ai des clients avec qui je discute encore et qui n'ont jamais investi, qui perdent énormément de temps. Il y en a même, ça se compte en plusieurs années, qui ont passé le cap au bout d'une année et demie, jusqu'à ce qu'ils se décident. Et en fait, ils perdent du temps. Ils perdent du temps à ne pas se décider, les prix continuent d'augmenter, le marché évolue. Et Dubaï, c'est un train. Soit on monte dedans, soit on le laisse passer. Exact. Non, c'est intéressant. Moi aussi, j'ai une petite anecdote assez similaire, qui est positive pour le coup. Pareil, c'est sur un achat rapide. D'ailleurs, 2 achats rapides. Moi, l'une de mes ventes les plus rapides, elle s'est faite en 30 minutes. Tout juste. Énorme. 30 minutes entre le moment où j'ai entendu le premier son de la voix du client et le moment où il a payé. Donc ça m'a choqué. Pour le coup, mais c'était pour une unité classique, un one bedroom. C'est quand même une grosse somme, 250 000 euros en 30 minutes. Ça montre à quel point des fois ce marché il est fou. Mais on va dire que la chose la plus marquante depuis que j'ai commencé ce métier d'agent immobilier à Dubaï, c'est l'une de mes meilleures ventes pour le coup actuellement via mes réseaux sociaux. D'accord ? J'ai eu un client, ça s'est fait aussi rapidement. C'est toujours assez rapide, ça s'est fait en 48 heures. J'ai vendu ma première villa à 2 millions d'euros, tout simplement. Une personne qui m'a suivi sur YouTube, qui a regardé mon contenu, qui a apprécié, qui m'a appelé,
qui m'a appelé comme si on se connaissait, tu vois. Donc il y a toujours ce petit... C'est lien. marquant, tu sais, quand tu passes de quelqu'un qui te connaît pas, tu fais du cold calling, etc. Et là, tu rencontres des gens au final qui t'ont apprécié, qui ont apprécié la manière dont tu présentes. Et voilà, ça a été l'une de mes ventes les plus marquantes pour le coup. 2 millions d'euros aussi, très très belle vente, une belle villa, et je pense qu'il en sera très content. En tout cas, moi, j'étais très très content de cette vente-là. Donc c'est un peu l'effet, les belles histoires, je trouve, de pouvoir vendre avec des gens qui t'ont acheté toi, avant même d'acheter et d'investir sur un bien ici immobilier à Dubaï. Et je pense que c'est une bonne transition vers le sujet suivant. On est investi, on s'expose, on prend le risque d'être critiqué ou autre, parce qu'on aime ce qu'on fait et on cherche des vraies relations. Mais on arrive sur la fin de cette vidéo, on va aborder un dernier thème justement, qui va nous permettre de nous projeter. Ça va être sur le futur justement du métier. On a parlé beaucoup, qu'est-ce qu'un bon agent, qu'est-ce qu'un mauvais agent, quelles sont les mauvaises pratiques ou autres. Maintenant, selon toi, quel va être le futur du métier d'agent immobilier, tout simplement? On sait qu'il y a plein d'outils qui arrivent, notamment avec l'IA. Est-ce qu'on va être remplacé? Est-ce que les commissions vont baisser? Comment tu vois un peu le futur de notre métier, tout simplement? Alors, d'une manière générale, il va y avoir davantage de transactions parce que les Émirats se développent énormément. Maintenant, on ne parle plus uniquement que de Dubaï. Il y a d'autres Émirats autour qu'on connaît qui se développent beaucoup. Donc, le nombre de transactions va augmenter. Il y a encore de l'avenir pour les agents immobiliers. Les agents qui seront capables de faire les efforts, de connaître le marché d'une manière... survivre. Ouais, pour survivre. Ceux qui seront les plus téméraires et les plus en capacité de rester feront beaucoup d'argent. Ça, c'est une certitude. Les commissions vont baisser peut-être. Peut-être qu'elles baisseront. Moi, je pense qu'elles vont baisser. Je pense qu'elles vont baisser parce que plus le marché sera tendance, d'accord, plus les promoteurs vont vendre facilement, moins ils auront besoin. Donc ça, en tout cas, je ne les vois pas hausser, d'accord, stagner dans le meilleur des cas, mais baisser, je pense. Et de toute façon, on le voit historiquement, tous les gros promoteurs, Emaar ou autres, petit à petit, ça tend à baisser. De par la réputation qu'ils ont. Exactement. Donc oui, c'est logique. Et de toute façon, les promoteurs gouvernementaux n'ont pas les mêmes taux de commission que les promoteurs privés. Exactement. Donc déjà, de base, eux, ils peuvent se permettre de donner une commission inférieure, mais ils savent que le nombre de transactions est plus important. Alors, c'est intéressant parce que en le voyant comme ça, on va se dire que les promoteurs, un jour ou l'autre, alors c'est ce qu'un agent immobilier peut penser, c'est qu'il va se dire un jour ou l'autre, on n'aura plus besoin d'agents immobiliers. Et moi, je pense que non, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Nous, brokers, on est peut-être les acteurs, et des fois on ne le réalise pas, on est les acteurs les plus importants de ce marché-là. Parce que c'est nous qui dictons en réalité la température de ce marché. C'est nous qui disons si ça c'est bon ou si ça c'est mauvais. Donc, pour revenir un peu sur est-ce que les commissions vont baisser? Oui, elles vont baisser, mais elles vont pas baisser jusqu'à zéro et on aura toujours besoin de nous parce que si demain on dit tout le monde tend à dire Emaar c'est pas bien, crois-moi, il y aura plus aucun acheteur qui va... Parce que c'est nous la porte d'entrée en réalité sur ce marché-là. Exactement. C'est pas les promoteurs, ils peuvent faire autant de marketing qu'ils le veulent, ça va fonctionner, mais si nous on a un marketing contraire. Donc on a quand même un gros poids, je pense, pour revenir sur l'IA. L'IA c'est un outil comme un autre. Je pense qu'il faut l'utiliser. Je pense que c'est le moyen de survivre. En tout cas, c'est le moyen d'améliorer ses process, d'améliorer sa productivité. Je pense que c'est super intéressant. Je pense pas que ça va nous supprimer parce qu'il y aura toujours... C'est un métier d'humain. Le commerce, la transaction, c'est d'abord une histoire de confiance. Sur certains montants, oui. Sur ce type de montant-là, oui. Et Tu penses que sur les petits montants, il y aura plus besoin? Pas dans l'immobilier. Ok. Non, pas dans l'immobilier. Alors, oui, bien sûr. En tout cas, on le voit de toute façon aujourd'hui. Je pense que tu l'as déjà eu. Il y a déjà des investisseurs qui ont eu besoin d'avoir des informations qu'ils ont obtenues sur des plateformes d'intelligence artificielle. Non, mais faut être très sincère. Tous les clients, mais dans tous les cas, ça, faut être très sincère. Aujourd'hui, par exemple, ChatGPT, Claude, etc., tout le monde regarde. Moi, à chaque fois que je discute avec un investisseur, tout ce que je lui dis, il le tape sur ChatGPT et il a bien raison. Ouais, bien sûr. Il a bien raison. Maintenant, est-ce que on sait très bien, est-ce que ChatGPT dit toujours vrai? C'est autre chose. Ouais. Est-ce qu'un agent immobilier dit toujours vrai? C'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, ça reste toujours un feeling, ça reste toujours une relation humaine, ça reste toujours de la confiance. Je pense que c'est le mot le plus important. Notre métier,
c'est ce qu'on doit gagner aujourd'hui, c'est gagner la confiance du client. Et notre expertise ne sert qu'à ça en réalité. Notre expertise ne sert pas à nous gonfler, elle sert juste à gagner la confiance du client. Donc ouais, confiance, écoute et long terme principalement. Exact. Ben, je pense qu'on a bien conclu en tout cas sur ces beaux mots-là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous souhaitez investir ici aux Émirats, vous allez retrouver nos informations en bas de cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao le Nouveau Monde.